Musicienne intervenante. Donc j'ai un parcours d'intervenante à la fois en école élémentaire, maternelle, mais aussi dans les structures de la petite enfance. Donc j'ai fréquenté pendant des années des collègues à vous, éducateurs jeunes enfants, auxiliaires puéricultrices, puériculteurs, professeurs des écoles, ATSEM, éducateurs dans les structures sociales, animateurs, et ainsi de suite. Et cette diversité qui est présente aujourd'hui me semble tout à fait intéressante. Donc je suis une praticienne, je ne suis pas avant tout conférencière. Et du coup, j'ai envie de vous parler, certes, mais aussi de vous faire vivre un certain nombre de petites expériences qui montrent qu'il y a en chacun de nous une faculté à apprécier et peut-être même faire de la musique, même si on n'en a pas une technicité très élaborée. Et c'est peut-être ça aussi qui nous rapproche des enfants dont on s'occupe au quotidien. Donc, l'aventure commence avant 6 ans. Et j'avais envie de commencer en vous montrant ces deux croquis d'enfants, en fait, sur lesquels je suis tombée un jour en me promenant et que j'ai pris en photo. Donc, je ne sais pas qui les a fait, ni quand, ni quel était l'âge des enfants. C'était là, dans la rue, sur le trottoir, et j'ai trouvé ça absolument délicieux. Dessin d'enfant dans toute sa fraîcheur, toute sa naïveté, je dirais, et toute son imprécision, mais qui dit tellement de choses. Il y a du mouvement, il y a du sourire, il y a une densité dans la représentation d'un corps. Il y a tout plein de choses avec quelques lignes toutes simples. Et c'est aussi le propre de l'enfance, avec peu de moyens finalement, d'être déjà dans une représentation du monde, de l'humain. Et même si mon domaine est la musique, j'avais envie de commencer par ce côté un peu geste pictural, auquel on reviendra peut-être tout à l'heure. Toutefois, l'aspect communication, à travers la musique, qui est un moyen privilégié, va nous intéresser particulièrement. Je vais vous parler, pour vous dévoiler un petit peu le plan de cette conférence, du jeu en général, qui est vraiment le propre de l'enfance, mais pas que, heureusement. Son lien avec la créativité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'être humain est créatif, peut être créatif. Par rapport à ça, quelle est la place de l'expression musicale dans le jeu et dans la créativité chez l'enfant et peut-être même chez l'adulte? Dans les conduites musicales de l'enfant, quel peut être le rôle de l'adulte pour les accueillir, pour les accompagner, pour les soutenir, pour les prolonger? Et puis, quelques mots sur le rôle des institutions auxquelles nous appartenons les uns les autres à travers nos différentes activités professionnelles. Et puis laisser un temps, et ça m'importe vraiment, un temps d'échange avec vous, où vous puissiez poser des questions, réagir, partager, témoigner. Donc j'essayerai de ne pas être trop longue. Voilà. Pour commencer un petit peu à vous parler du jeu, beaucoup d'éducateurs, de philosophes, de psychanalystes ont réfléchi à la notion du jeu en se demandant, mais en fait, qu'est-ce qu'un jeu? Quand est-ce qu'il apparaît? Comment il évolue au cours de l'enfance? Quelle est sa fonction? Quelles sont ses caractéristiques? Donc parmi ces gens, il y a Jean Piaget, il y a Donald Winnicott, il y a Roger Caillé, et un certain nombre d'autres personnes, donc, qui ont essayé par moments de classifier quel type de jeu on peut décerner chez l'enfant. Donc c'est notamment Piaget qui parle d'un premier stade qui serait le jeu sensorimoteur, c'est-à-dire le moment où l'enfant apprécie et s'approprie par tous les sens les objets qui sont autour de lui, qui font partie de son monde, par le jeu, justement, par l'exploration, et ça passe avant tout, dans un premier temps, par le geste. Par le geste, on porte les objets à la bouche, on les tâtonne, on les fait tomber, on les malaxe, on les manipule, et ce côté manipulation est extrêmement important
dans le développement de l'enfant et qui passe par le jeu, que Jean Piaget a donc qualifié de sensorimoteur. Il mobilise les sens et il implique une motricité. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler le jeu symbolique, qui est une représentation du réel ou la manière dont l'enfant se le représente. C'est-à-dire que j'imagine, je fais comme si, je prends un objet, quel qu'il soit, qui peut d'un seul coup devenir voiture, bonhomme, papillon, je prends un bout de tissu qui est ma robe, qui est mon chapeau, qui est ma couverture, qui est ma maison. Je prends un carton, je me cache dedans, je le traîne derrière moi. Vous connaissez tous, on connaît tous ces comportements, et quelque part ça renvoie à une représentation du monde de façon symbolique. Et c'est pour ça que ça s'appelle le jeu symbolique. Le symbole comme représentation du réel, comme une représentation symbolique de quelque chose qui est absent, mais qui peut continuer à exister à travers notre imaginaire et des objets de substitution qui tiennent lieu et place d'eux. Il y a aussi ce qu'on appelle les jeux de règles. Les enfants, quand ils jouent entre eux, souvent, ils ne font pas n'importe comment, ils ne font pas n'importe quoi. Ils se donnent des règles. Il y a une répartition des rôles. Moi, je serai la marchande, et toi, tu serais la cliente, ou moi, je serai l'institutrice, et toi, tu serais l'élève. Moi, je serai le gendarme, et toi, tu serais le voleur. On connaît tous ces jeux, les grands classiques des jeux enfantins, où on rentre dans la peau d'un personnage, encore une fois, on se met en relation avec le monde, en expérimentant des situations, en faisant comme si. Et on se donne des règles. On se donne des règles surtout quand on joue en groupe, pour voir comment ça va pouvoir fonctionner. Et ce qui est intéressant dans le jeu, que les règles ne sont pas toujours figées ou fixes, mais peuvent aussi évoluer au cours du jeu, d'un commun accord. On peut dire, non, maintenant on ne joue plus comme ça, on joue autrement. Et puis, vous savez bien comment réagissent aussi les enfants quand l'un d'entre eux ne respecte pas les règles du jeu. C'est pas du jeu, ça. Donc on entend ces choses-là qui nous renvoient au côté un peu codifié, à la fonction sociale aussi du jeu, qui est on se positionne dans un rôle. Certains parlent aussi, dans ces classifications-là, des jeux de compétition, qui sont souvent nés des jeux d'adresse. On va voir comment tu fais, comment je fais, qui fait plus vite, qui va plus haut, qui saute plus loin, qui fait mieux. On se compare, on entre dans un espèce de jeu de défi, on entre un peu en compétition, et puis ça va bien sûr jusqu'au match de foot, de rugby, de tout ce qu'on connaît comme jeu et qu'on apprécie toujours à l'âge adulte, parce qu'il y a deux équipes qui se mesurent l'une à l'autre et on ne connaît pas l'issue du jeu. Donc il y a aussi une composante dans le jeu qui tient de la chance ou du hasard. On peut s'amuser à jouer au dé, simplement, voilà, et on ne contrôle rien, en somme, on laisse faire le hasard, on espère avoir de la chance, et puis on se réessaye, on se réessaye, on se réessaye, et pour mettre de la chance de son côté si possible. Donc ça nous fait un certain nombre de classifications qui dressent déjà un petit peu un tableau de la diversité, de la richesse de ce qu'est le jeu de l'enfant. Et si on en vient un petit peu aux caractéristiques qui sont vraiment transversales à tous ces jeux-là, le jeu, c'est d'abord une affaire de plaisir. Pourquoi on joue? Eh bien parce qu'on a envie. Et si on n'a pas envie, d'ailleurs, il est difficile, voire impossible, de contraindre quelqu'un d'entrer dans un jeu. Forcer quelqu'un à jouer, ça semble un espèce de non-sens. Donc il y a un côté volontaire, un côté de libre décision, voilà. Un côté gratuité aussi, le jeu. C'est pour s'amuser, c'est pour le plaisir, c'est pour faire semblant, mais on sait qu'on n'est pas dans la réalité et qu'on n'est pas en train de la modifier. Le jeu n'a pas vraiment d'impact sur le réel. C'est pas comme le travail qui, lui, va nous mettre dans une situation où on essaye de transformer le réel. On essaye d'intervenir dessus. On est un peu là pour ça.
Mais quand on joue, on se libère de ses contraintes et on dit, oh c'est juste, voilà. Pour le plaisir, ça sera sans conséquence. Même s'il arrive qu'on est mauvais perdant et puis qu'on s'étripe au cours du jeu ou après le jeu parce que ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Mais a priori, le jeu, c'est voilà, c'est un plaisir et c'est gratuit. Néanmoins, il mobilise une certaine implication. On choisit de jouer, donc du coup, il y a aussi un côté sérieux. On va s'appliquer, pas forcément qu'à respecter ou tenir les règles, mais aussi à faire du mieux qu'on peut pour arriver à ce qu'on s'était fixé comme but du jeu. Quand on observe les enfants en train de jouer, souvent on est surpris de du degré de concentration qu'ils peuvent mobiliser et sur une durée finalement assez longue. Ils peuvent avoir même un côté très imperturbable quand ils sont plongés dans un jeu, tout juste si on arrive à les arracher de là pour qu'ils se consacrent à une autre activité, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure de ci, c'est l'heure de ça, c'est l'heure de passer à autre chose, c'est l'heure de rentrer à la maison, c'est l'heure d'aller à l'école. Donc parfois l'enfant il est tellement absorbé par son jeu qu'il est difficile de l'en extraire. Donc on peut penser que c'est une activité qui le mobilise d'une façon globale et d'une façon un peu totale, si on peut dire. Donc il y a quelque chose d'important qui se joue dans le jeu. Donc activité vraiment importante de l'enfance et pour sa construction. Je disais tout à l'heure, il y a une imprévisibilité du résultat. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant aussi. Si tout était écrit d'avance, si on savait tout d'avance, quel intérêt encore de jouer? Quel intérêt voilà, on serait peut-être plutôt guetté par l'ennui et du coup ça perdrait son intérêt. Donc il y a toujours quelque chose qui est libre, qui est ouvert et c'est pour ça aussi que ça nous intéresse d'y aller. Tout ce qu'on vient de dire là, je vais le redéfinir tout à l'heure quand je vous parlerai du jeu musical. Mais comme je vous ai dit, je ne voudrais pas seulement parler, mais aussi tout simplement expérimenter, jouer avec vous. Et tout de suite, maintenant. Donc je vous invite, sans pouvoir vous contraindre évidemment, à bien vouloir sortir vos trousseaux de clés. Que probablement chacun a sur soi. Donc un trousseau de clés, c'est l'objet personnel, c'est un objet qu'on a toujours sur soi dans cette pratique. Et c'est un objet qui sonne. Je ne sais pas si vous l'entendez, le mien, mais vous entendez surtout les vôtres. Vous les connaissez par cœur, hein, les sons de vos clés. Tous les parents savent que leurs enfants connaissent le bruit de leur trousseau de clés. Enfin, ça m'est arrivé maintes fois d'avoir des témoignages du type, la porte s'ouvre, la personne qui garde l'enfant à la maison en l'absence des parents, et là, la porte s'ouvre et on entend un... Et l'enfant s'écrie « Papa » ou « Maman », sans avoir entendu la voix, le pas, sans avoir vu la personne. Il a simplement reconnu aux caractéristiques du son de son trousseau de clés qui ne se compose pas toujours de la même façon. Donc je vous invite à écouter vos trousseaux. Il y a peut-être des éléments métalliques. Si vous avez un porte-clés en bois, en tissu, ça peut changer selon la manière dont vous le tenez. Si vous avez des éléments plastiques que vous essayez d'isoler, comment ça sonne? Et je vous invite à écouter le trousseau de votre voisin ou votre voisine pour voir si effectivement ce que je viens de raconter a quelques fondements. Est-ce qu'effectivement les trousseaux ne sonnent pas pareil ou est-ce qu'ils sonnent pareil? Donc chacune a son trousseau. Est-ce qu'on pourrait
faire juste une première chose, c'est que, mais vous le gérez tout seul, peut-être que j'accompagnerai avec un petit geste, on va essayer de faire le son se déplacer dans la salle, comme ceci. Donc profitez-en, accompagnez le son dans l'espace avec vos oreilles. Merci. Première petite expérience. Voilà. C'est déjà intéressant quelque part. C'est très simple, mais c'est intéressant. Et pour revenir aux enfants, les enfants s'amusent sans arrêt à ce genre de choses, mais souvent on passe à côté, on ne s'aperçoit pas de ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils sont en train d'expérimenter le son dans l'espace, comme ci, comme ça, avec le toucher. Bon. Deuxième expérience, si vous voulez bien commencer par l'arrière de la salle, et le son va se déplacer pour aller devant. Mais je ne vous montre plus, vous le faites tout seul. Et vous fonctionnez vraiment avec vos oreilles, vous pouvez même fermer les yeux, commenter le silence qui précède, et on appréciera le silence qui va venir après, et peut-être que le son va même se prolonger dans le tête. Et chose curieuse, d'un seul coup, on entend le tramway prendre le virage, qu'on n'aurait peut-être pas aperçu autrement. Très bien, merci. On va s'imaginer que nos clés sont énervées. Comment ça sonne? Très énervé. Et petit à petit, se calme. Des clés qui sont un peu timides. Des clés qui ne parleraient que de temps en temps. Des qui tombent. Des clés qui se mélangent aux voix. Très bien. Donc peut-être une dernière chose. Vous voyez, on vient de travailler sur quelque chose qui sont déjà des paramètres sonores, qui sont des paramètres d'intensité. Je peux jouer fort, pas fort. Je peux jouer de plus en plus fort, de moins en moins fort. Je peux aussi intercaler des silences. Donc je joue entre l'alternance, entre le son et le silence. Je peux jouer sur ce qu'on vient de faire un petit peu tout à l'heure, une accumulation. C'est ça que je voudrais faire pour finir, parce qu'on n'a pas fait. On a spatialisé le son en allant de ce côté-là à ce côté-là de la salle, d'arrière en avant. Et une chose qu'on pourrait peut-être essayer de faire pour finir, c'est on fait une accumulation, décumulation, c'est-à-dire qu'il y a un seul trousseau qui commence quelque part, on ne sait pas où, de plus en plus qui se rajoute. À un moment, on va entendre tous les trousseaux, et puis ça va être le mouvement inverse. On va en entendre de moins en moins, et puis un seul qui va finir. On va le gérer collectivement, c'est une improvisation. La fin était très consensuelle. Personne ne joue, je ne vais plus jouer. Vous pouvez très bien prolonger le plaisir et dire, ben voilà, j'aurai le dernier mot. C'est moi.
Vous voyez, c'est des choses très simples, et quel que soit le support, là on est avec des trousseaux de clés, mais ça peut être des instruments de musique, ça peut être n'importe quel objet, ça peut être des cubes de Lego, ça peut être quel que soit l'objet, pourvu qu'il y ait un son un peu intéressant, peut servir à reproduire ce genre de jeu avec les enfants, et on peut attirer leur attention sur ces phénomènes, les accompagner là-dedans, mettre des mots dessus, et petit à petit, ben, on est en fait dans ce qui est déjà une éducation musicale. Voilà, donc ces petites expériences étant faites, je poursuis. Du jeu, on vient à la créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est notre faculté à inventer des choses. Inventer des choses qui n'existaient pas auparavant, ou pas de cette manière-là. Ça peut être très simple, très, très petit, et puis ça peut devenir des grandes œuvres d'art. Là, j'ai envie de vous parler de Winnicott, Donald Winnicott, grand psychanalyste du XXe siècle, qui a conceptualisé les origines de la créativité. Beaucoup de gens se réfèrent à Winnicott, et pourtant, c'est pas très simple, dans un premier temps, à comprendre. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Donc, Winnicott, il parle de l'espace potentiel. J'essaierai de vous expliquer un peu comment je comprends ça tout à l'heure. Un espace potentiel, juste parce que dans la créativité, il y a justement ce côté possibilité. Et comme dans le jeu, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être créatif. Mais il se trouve que souvent, on en a envie. Il y a un côté médiation. C'est une médiation entre notre vie qui nous appartient, nos émotions, nos désirs, notre imaginaire, et le monde réel, tel qu'il est, tel qu'il nous entoure, et nous nourrit aussi, nous fournit de la matière pour stimuler ou pour offrir des espaces d'expression à cette créativité. Il y a donc aussi une matière. On ne crée jamais avec rien à partir de rien. Il y a toujours quelque chose. Il y a du son, il y a une matière, il y a des couleurs, il y a des mots, il y a toujours quelque chose, il y a des mouvements. Il y a toujours quelque chose à partir duquel on crée. On ne crée jamais à partir de rien. Et puis, il y a une interaction qui est un peu une double interaction, à la fois une interaction entre nous et cette matière, et puis entre nous et souvent d'autres personnes qui sont associées à ce processus, qui soit dans le jeu, justement, qui se réalise à travers un jeu, ou que nous jouions pour nous-mêmes. Mais quelque part, il y a toujours une interaction, quelque chose qui se passe entre. Donc, qu'est-ce qu'est l'espace potentiel? C'est vraiment lié à cette notion du jeu et de la créativité, c'est-à-dire que l'espace potentiel, ce qui s'appelle aussi l'air intermédiaire, c'est quelque chose qui se situe entre le dehors et le dedans. Le dehors étant la vie, la réalité, la vie réelle, le monde réel, et le dedans serait notre perception à nous, et notre vie intrapsychique, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui se passe dans nos têtes, en fait, au jour le jour, quand nous vivons notre vie. Nous la vivons à notre manière, et ça nous appartient, ça nous est personnel. Donc on a tous un espace psychique qui est le nôtre, et ce qu'on appelle souvent l'intériorité, voilà, notre monde intérieur. Donc cet espace intermédiaire, il se situe quelque part entre les deux. Et c'est la grande découverte de Winnicott, qui s'est beaucoup penché sur le jeu, qui voyait jouer les enfants, et qui les voyait jouer de façon libre, créative, justement, inventer des choses avec des objets. On avait l'impression qu'ils construisaient là quelque chose qui avait une signification pour eux, pas toujours compréhensible d'entrée par l'entourage, mais il y a quelque chose qui fait sens pour l'enfant. Il est absorbé dans cette activité, il manipule des objets, il se parle, il parle. C'est fictif, c'est moitié fictif, moitié réel, mais en tout cas, il se passe quelque chose qui a une certaine réalité, une certaine vérité pour lui.
Donc, j'aurais envie de vous montrer cette image qui représente la place Fürstenberg. Donc l'artiste s'appelle Hockney, et je dirais du premier coup d'œil, on se voit sur une place, on voit une rue, on se sent un peu comme dans la vie réelle. Ça pourrait être notre quartier ou un quartier qu'on a fréquenté, qu'on connaît. Mais tout de suite, on s'aperçoit que il y a du décalage. C'est pas une photographie, c'est-à-dire c'est pas une représentation fidèle ou exacte du réel. C'est un photomontage, donc plusieurs photographies qui ont été prises de cette place et que l'artiste a réagencé pour à la fois la reconstituer, mais on sait très bien que la place, elle n'est pas comme ça. Hein. Ça se peut pas quand on regarde les troncs d'arbres ou les branches. C'est pas comme ça dans la nature, c'est pas comme ça qu'il pousse un arbre, on le sait. Et pourtant, on reconnaît tout de suite l'arbre, on peut se projeter sur cette chose-là en disant, oui, c'est un arbre. Rappelez-vous Magritte, ceci n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. C'est la représentation d'un arbre, mais on a tendance à dire c'est un arbre. Alors, la place, en vrai, je dirais, c'est ça. Prise en photo, c'est ça. Je reviens en arrière, quelque part on reconnaît. On est d'accord, mais on peut dire, non, le bâtiment qui est au fond, là, il n'est pas comme ça. Hein. Il est rose sur la photographie, et là c'est tout blanc, la rue est plus profonde, etc. C'est quand même pas tout à fait ça. Et quand j'ai vu cette œuvre de Hockney pour la première fois, spontanément j'ai pensé à l'espace transitionnel de Winnicott en me disant, en fait ça illustre vraiment bien ce qu'il veut expliquer par ce concept. Notre esprit est sans arrêt en train de constituer, de reconstituer pour nous, et pour notre, je dirais, notre usage personnel, la réalité telle que nous l'apercevons. Nous l'apercevons, mais nous la reconstituons sans arrêt pour pouvoir vivre dedans. Ça nécessite aussi une activité psychique. Il y a une perception par les sens, et on revient au jeu sensorimoteur, rappelez-vous. On a besoin d'appréhender la réalité par nos sens, et en même temps, il y a quelque chose qui va se jouer entre notre perception et le réel, et on va être aussi dans un espace intermédiaire, ce fameux espace potentiel, cette ère intermédiaire dans laquelle on opère une médiation entre notre vie intrapsychique et le réel. Et donc à travers, c'est ce que fait un artiste, quand il crée l'œuvre d'art, en fait, il utilise les matières du réel, des expériences du réel, pour raconter un bout de sa vie, un bout de lui-même, qu'il met dans sa production, dans son œuvre. Et ça part du jeu. Winnicott est le premier à avoir mis le doigt là-dessus, en quoi le jeu de l'enfant était à l'origine, ou très étroitement lié au potentiel créatif qui est en chacun de nous, et à l'activité artistique. Quelque part, l'artiste peut se reconnaître dans l'enfant, et l'enfant dans l'artiste. Il y a quelque chose qui est réel, mais pas que réel, inspiré du réel, en rapport avec le réel, oui, mais qui est dans un espace un peu à part, un espace autre, où on réinvente les choses, on réinvente les règles du jeu, on réinvente la réalité, on réinvente cette place de Fürstenberg. On peut dire que, oui, bien sûr, on la reconnaît si on la connaît, mais en même temps, c'est pas elle. C'est elle dans l'esprit de l'artiste, vue par l'artiste, et qui l'offre un autre regard. Et la manière dont nous le regardons n'est peut-être pas celle de l'artiste non plus. Donc, voilà, il me semble que c'était intéressant de réfléchir avec vous à ça par rapport au jeu de l'enfant, et nous, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, qu'est-ce qu'il en est dans la musique? C'est un peu mon domaine, donc vous y avez droit. Voilà. Pourquoi conduite musicale? Pourquoi pas jeu musical? Pourquoi pas jeu sonore? Mais j'ai emprunté cette terminologie à trois auteurs qui sont Bernadette Céleste, François Delalande, Elisabeth Dumurier, qui ont déjà dans les années 80-90 regardé, écouté, je dirais de très près, les jeux des enfants, les productions sonores des enfants. C'est-à-dire qu'il est très difficile, et peut-être que vous en conviendrez, de savoir
en observant, en écoutant un jeune enfant qui prend un cube de Lego, qui le racle par terre, qui le tape, et qui s'amuse à ça, et qui prend un plaisir manifeste à faire ça, est-ce qu'il est dans le plaisir du son ou est-ce qu'il est dans le plaisir du geste? Est-ce qu'il est dans la production du son ou dans la production du geste? Et quelque part, c'est indispensable, indissociable, et ça ne fait qu'un. Donc, le passage du sonore au musical, il est un peu flou. Et c'est à nous de le saisir pour voir quels comportements, dans les comportements du jeu spontané chez l'enfant, peuvent être des conduites musicales. Donc c'est pour ça que ce terme, il me plaisait, parce qu'il appelle la dimension du comportement. On a une conduite, on se comporte. Et conduire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà un petit peu intentionnel. Je prends ce cube, ça m'amuse, je prends ce ballon, et je le manipule. C'est rigolo de glisser ses doigts, c'est une sensation, et en même temps ça produit un son qui peut paraître désagréable. Et souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à dire aux enfants qui font ça? Chut, arrête de faire du bruit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'enfant? Il est en train d'explorer un objet par rapport à ses propriétés sonores. J'essaie de ne pas trop agresser vos oreilles, de faire une petite improvisation qui soit plutôt musicale. Peut-être qu'allez-vous reconnaître quelques éléments dans ce qu'on a expérimenté tout à l'heure avec les trousseaux de clés. J'y vais. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est l'improvisation du matin, avec un ballon de baudruche. Mais juste pour dire, souvent les enfants, ils sont dans ces comportements-là et on les identifie pas toujours comme étant de l'ordre d'une recherche sonore ou voire musicale. Et on ne trouve pas toujours le moyen de s'associer à lui dans ce jeu. Je peux maintenant, si je suis éducateur, intervenant, animateur, prendre un autre ballon et commencer à jouer avec l'enfant. Et sans qu'on se parle, on va se parler avec nos ballons. Et ton ballon, il est comment aujourd'hui? Il est timide, il est énervé, il est ci, il est ça, il parle beaucoup, il est bavard, ou pas. On peut se parler avec des ballons. On peut entrer dans des rythmes. Il y a aussi, alors certains qui sont vraiment virtuoses de ça, savent faire un peu des sons de hauteur différentes aussi. Je suis moins experte, mais je peux peut-être vous faire écouter un morceau de musique qui a été composé uniquement à partir de sons de ballon de baudruche, enregistrés, filtrés, mixés, remontés, etc. Et vous allez voir, c'est assez rigolo.
Vous avez le droit de danser. C'est que du ballon de baudruche. Hein. C'est du son traité en studio, etc. Mais tout le montage est fait à partir d'une seule matière sonore. Là, il ajoute quand même une petite basse, etc. Je vais couper, pardonnez-moi. Pour ceux que ça intéresse, les artistes s'appellent, le groupe s'appelle Matmos, M-A-T-M-O-S, et le morceau c'est Stupid Fambalo, c'est-à-dire Fambalo stupide. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais voilà. Ballon baudruche. Donc les conduites musicales. On en était là. Les conduites musicales sont présentes chez l'enfant. À nous de les, de les déceler, de les découvrir et de les accompagner. Si je reprends rapidement, parce que je vois que l'heure avance, un peu les classifications dont on a parlé tout à l'heure. Donc, jeu sensorimoteur. Souvent, la production sonore va déjà être dans le geste. Dans le geste de la voiture qu'on passe sur le radiateur. Je recommande à votre lecture un délicieux petit article qui s'appelle « Le chant du radiateur » dans un ouvrage, « Les aventuriers du son », écrit par des éducateurs jeunes enfants, des auxiliaires puéricultrices, des musiciens intervenants en petite enfance et qui racontent leurs expériences avec des enfants. Donc le chant du radiateur, cette expérience, un jour, l'enfant qui prend sa voiture et qui la passe sur la grille du radiateur, bien un truc assez insupportable, hein, mais si on commence à s'y intéresser, on peut entrer dans un jeu sonore qui peut devenir jeu musical, pour peu qu'on développe un début de dialogue, un début de langage, un début de communication à travers ces sons avec les enfants. Donc les aventuriers du son, vous le retrouverez dans la bibliographie à la fin. Donc jeu sensorimoteur, mais aussi, après, assez rapidement, jeu symbolique. On connaît tous et toutes ces situations où les enfants font semblant de « je couds la robe ». D'accord ? On symbolise l'action de coudre la robe ou de faire voler l'engin spatial. Il y a une espèce de bande-son qui se crée souvent avec la voix. L'enfant improvise vocalement en faisant ça, en accompagnant son jeu, et il devient d'autant plus réel. Il devient d'autant plus réel parce que d'un seul coup, on y croit à cet objet qui est en train de voler là. On y croit à cette robe en train de se fabriquer. Donc l'enfant entre dans le jeu symbolique aussi à travers le son. Et du coup, le jeu est-il, encore une fois, est-il plus symbolique ou plus musical? Bien malin qui le dira parfois. Parce que si, et les auteurs que je vous ai cités tout à l'heure, si on s'amuse à enregistrer, par exemple, le dialogue de deux enfants qui jouent avec des engins fictifs, qui se déplacent, qui partent dans l'espace, qui vivent un certain nombre d'aventures, on a une vraie écriture presque cinématographique, dans le sens du cinéma pour les oreilles, d'une bande-son qui nous dit des choses. Et puisque je vous parle de ça, j'ai envie de vous proposer une deuxième écoute par une chanteuse lyrique qui interprète une partition qui s'appelle Stripsody, qui est inspirée d'une bande dessinée. Strip, comic strip en anglais, c'est la bande dessinée. Stripsody, comme symphonie de BD, voilà. C'est un solo par Cathy Berberian et qui en fait illustre la partition qui est une bande dessinée sans paroles ou avec des paroles juste plus ou moins inintelligibles. Et est-ce qu'on est dans la parole? Est-ce qu'on est dans la musique? Est-ce qu'on est dans un n'importe quoi? Je vous laisse apprécier.
mais il y a des gens qui considèrent ça bien, bel et bien comme de la musique. Petit avertissement, ça commence par un cri de Tarzan. Premier personnage qui apparaît dans la BD, c'est Tarzan. You stupid kite, come down out of that tree. Chop, chop, chop. Clamp, clamp, like a clamp, clamp, clamp. Chomp, chomp, crunch, crunch, crack, crackle. Oh, barf, gosh. Delaying, 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 delaying. Bling, bling, ding, 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 bling. Good grief! Pum! Poporo, poporo! Ils sont pas ces choses là-dedans. Hein. Donc, improvisation vocale sur une planche de BD, conçue comme une partition, et donc solo d'une chanteuse lyrique qui s'amuse, on peut le cas de dire, qui joue avec sa voix et qui, quand même, respecte une forme qui est une forme écrite, qui est une forme construite. Et de ce moment-là, on peut peut-être parler de musique. Donc, on était dans les... où suis-je? Dans les conduites musicales. On revisite, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, voilà, le rôle des adultes. C'est-à-dire qu'on est tous en présence d'enfants qui aiment faire du bruit. En tout cas, produire du son, qui aiment s'exprimer par leur voix, qui aiment manipuler des objets, qui produisent du son. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut entrer dans leur jeu? Plus les enfants sont jeunes, moins évidemment on peut exiger d'eux qu'ils produisent tout de suite de la musique. Comme on ne leur demande pas non plus tout de suite de produire du dessin qui ressemble à quelque chose de reconnaissable. Il faut qu'on accepte aussi quelque part ces tâtonnements, ces stades expérimentaux d'exploration où l'enfant il joue. Il joue, il fait ses expériences, il s'approprie le réel, il expérimente aussi ses propres possibilités et il entre en interaction. Donc comment on accompagne ça sur le plan sonore? La première chose, c'est d'être disponible, de ne pas toujours intervenir. Un des principaux gestes professionnels que vous maîtrisez bien, c'est l'observation. Donc on observe avec les oreilles. Observer avec les oreilles, c'est écouter. John Cage disait un jour, si un bruit vous dérange, écoutez-le. Ne le refusez pas, fermez pas vos oreilles. Au contraire, essayez d'accueillir ce qui est en train de se passer là, d'écouter. Et peut-être qu'il y a une forme dans ce son, peut-être qu'il a un grain, il a une couleur, il a un timbre, peut-être qu'il va évoluer, peut-être qu'il va y avoir des silences. Qu'est-ce qui se passe en fait? Écoutons. Donc écoutons. Soyons prêts à écouter les productions des enfants. C'est aussi garantir un cadre. Alors, on ne peut pas être dans une production sonore en permanence, du matin au soir, sinon on craque. On le sait, on a besoin de temps calme, on a besoin de moments de silence, qui peuvent aussi des éléments à écouter. Et donc, ça ne peut pas être en continu. Le fait de décider qu'à un moment, il y a un espace-temps dédié à une production sonore et à une activité musicale ou pré-musicale, c'est important. À un moment donné, c'est là que ça commence, c'est là que ça s'arrête,
C'est ici que ça se passe, on ferme la porte, c'est pas ailleurs. C'est pas au milieu de tout le monde et avec plein de bruit parasite autour. Ça nécessite un certain nombre de conditions. Donc, qu'on a besoin de penser. On garantit le cadre et on garantit que chaque enfant puisse aussi faire ses expériences qu'il a envie et besoin de faire en donnant du temps. En donnant du temps. Et en n'attendant pas toujours un résultat. Ah ben non, bah, le tambourin, c'est pas comme ça qu'on le tient. C'est pas comme ça qu'on en joue. Et ben, il y a 36 façons de jouer. Donc, laissons déjà faire, écoutons. Qu'est-ce que ça peut donner? Quel est l'intérêt de telle ou telle production? Et comment on peut, encore une fois, dialoguer? On est là pour stimuler. Stimuler, alors vous me direz, ils n'ont pas vraiment besoin d'être stimulés pour produire du son. Hein. Mais parfois, c'est simplement aussi de valoriser une façon de faire plutôt que d'une autre. Ah, ça c'est intéressant. Tiens, tu as trouvé une façon de jouer avec ce ballon. Je ne savais pas que ça pouvait faire ce son-là. Tu peux refaire, tu peux montrer comment tu fais. Et d'un seul coup, on porte une attention à ce que fait l'enfant. Et on sait combien c'est important, quelle que soit l'activité, quelle que soit la conduite de l'enfant, d'avoir ce regard d'adulte qui valorise, qui parfois recadre, mais en tout cas qui montre que, ah, je te vois, je te perçois, je t'entends, tu es en train de faire ça, ça peut être intéressant. C'est intéressant. On pourrait en faire quelque chose et c'est là que réintervient la créativité. On est aussi là pour créer des liens entre enfants, les inviter à jouer avec nous, en dialogue, entre eux, peut-être aussi dans des situations avec des parents, si vous avez des ateliers partagés, peut-être animés aussi par des musiciens intervenants. Comment on partage ces moments-là, comment le son, la musique va créer du lien entre nous. Et on est aussi là, bien sûr, pour transmettre. Jusque-là, j'ai parlé beaucoup de jeux musicaux, de créativité et autres. Mais à un moment donné, bien sûr, on est aussi là pour leur chanter des comptines, des chansons, pour les introduire à tout ce qui fait aussi notre patrimoine culturel, musical commun. Et il s'enrichit, il se diversifie un peu chaque jour avec les personnes qui vivent sur le territoire, qui sont porteurs de cultures multiples et qui connaissent des choses que d'autres ne connaissent pas. Et ça peut être un réservoir très très riche pour justement entendre, ah bien, une berceuse, comment ça sonne chez vous, comment ça sonne chez nous, une petite comptine. Et il se trouve que dans les comptines du monde, quand on les analyse sur le plan vraiment un peu musicologique, je dirais, ils ont souvent une structure commune sur des cycles de 4. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est un classique universel. Ça ou quelque chose d'approchant. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. C'est un exemple type. Ça existe dans d'autres cultures, cette structure de 4. Ash ta 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 ta, aoula al haurata. Etc., etc. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Schwamm. Der Schwamm war ihm zu nass, da ging er auf die Gasse. Vous voyez, il y a des choses qui sont universelles, qui construisent aussi la musique, la musicalité de l'enfant. Je ne parle même pas de que ça construit le langage, le vocabulaire, le temps, parce qu'on va attendre la chute, les capacités d'anticipation, vous voyez. Donc, on est là aussi pour transmettre tout ça, pour transmettre toute la richesse du répertoire enfantin, et tout un chacun peut faire. On n'est pas tous des chanteurs lyriques, on n'est pas tous des instrumentistes, mais on est tous capables de jouer avec la voix, de dire, de compter, de raconter, de chantonner, de chanter. Et le plus important, c'est qu'on y mette une part de notre âme, qu'on se connecte un peu à nos émotions. Quand on chante une berceuse à un enfant, c'est autant pour calmer l'enfant que pour nous calmer nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais des fois, ça fait drôlement du bien de dire, on se crée sa petite bulle de son. C'est un moment où on souffle et voilà. Et par un chantonnement. L'autre jour, j'étais dans un bus bondé pendant une demi-heure. Un train qui ne fonctionne pas, voilà, la navette bus, vous imaginez, les valises, tout le monde énervé, en retard, etc. Une maman avec son enfant.
bien sûr, qui crie, qui pleure, parce qu'il sent la tension palpable dans le bus. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait? 5 minutes. Elle n'avait pas seulement apaisé l'enfant, mais tout le bus. Donc c'est à la portée vraiment de tout le monde. Ne nous en privons pas et ne pensons pas que la musique c'est quelque... Ah oui, il faut avoir un instrument. Ah oui, il faut avoir des années d'études. Tout dépend de ce qu'on veut exprimer, bien sûr. C'est un grand art, mais ça commence chez chacun d'entre nous avec des choses toutes simples. Donc, transmettons. Transmettons comment? Eh bien, évidemment, dans le cadre d'une conférence, c'est absolument impossible de le résumer comme ça ou de tout expérimenter, de tout explorer avec vous. Peut-être une petite vidéo pour finir qui vous montre, qui vous donne un aperçu de justement avec des enfants de... Là, on est dans la petite enfance, on n'est pas vraiment dans l'âge maternel, mais petite enfance, qui vous donne un aperçu de ce que c'est de construire un moment de musique et de jeu musical libre, pourtant en interaction avec l'adulte. Et avant ça, je voudrais juste finir sur le rôle des institutions dans tout ça. Parce que c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y a des organisateurs, voilà, il y a la ville, il y a la Ligue de l'enseignement, il y a Canopé, voilà, il y a vous, il y a moi. Nous sommes aussi rattachés à des institutions qui ont des rôles. Et si on y réfléchit bien, ça se résume à deux choses. C'est de créer les conditions qui nous permettent de faire et qui permettent aux enfants de faire, de se construire, comme vous l'avez dit, madame, tout à l'heure. Dijon, ville des enfants, bah oui, il y a des moyens qui sont mis à disposition, qui sont mis à nos dispositions, qui nous permettent au quotidien d'entrer là-dedans. Donc à nous aussi de réunir nos forces, de réunir nos compétences, d'être dans des échanges, dans des partenariats entre professionnels. Et moi qui ai toujours travaillé en partenariat, l'autre jour, quelqu'un m'a donné une magnifique définition. Qu'est-ce que c'est que de travailler en partenariat? C'est déjà de connaître le métier de l'autre. C'est-à-dire que, ah oui, comment vous travaillez? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Comment ça fonctionne chez vous? Et chez nous, c'est ça. D'être dans un échange, dans un partenariat, voir ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Mais toujours avec l'enfant qui est au centre de la démarche et l'intérêt de l'enfant, le faire grandir, l'aider à s'épanouir. On est dans le cadre des droits de l'enfant. Le fait que le loisir, les activités de loisir, soit affirmé comme un droit de l'enfant, c'est pas anodin. Parce qu'on sait que justement le loisir qui se rattache à toute cette notion du jeu qui nous construit, du jeu qui nous permet d'entrer en relation, du jeu qui nous permet d'exprimer, elle exprime tout simplement aussi une part de notre humanité. Donc le lien, même si ça peut sembler très abstrait, très lointain dans le temps, dans l'espace, dans les institutions, l'UNESCO, mon Dieu, ben oui, mais ils réfléchissent exactement aux mêmes choses, expriment la même chose en disant c'est un droit, le droit culturel, c'est un droit de tout un chacun de participer à la vie culturelle de la communauté, de la société à laquelle il appartient, d'y participer en tant qu'acteur aussi. Et de considérer l'enfant comme un acteur, eh ben ça peut nous mener loin, quoi. Ça commence peut-être tout simplement, encore une fois, je reviens, à l'écouter, à s'intéresser à ce qu'il fait, à valoriser sa production, à l'accompagner pour grandir en musique, en dessin, en théâtre, en danse, et puis bien sûr en langage, puis tous les apprentissages scolaires qui suivent. Mais quelque part, l'enfant, il a envie de grandir, il est avide d'apprendre. Et l'entrée par le jeu peut nous aider à l'accompagner du mieux possible. Voilà sur quoi je me suis appuyée. Je n'ai pas finalisé cette bibliographie avant la date butoir dans laquelle on pouvait insérer des choses encore dans vos dossiers. Mais je peux les laisser aux organisateurs de la journée si jamais vous voulez revenir pour mieux comprendre voilà, le jeu, l'apprentissage, pourquoi les bébés jouent, jeu et réalité, le chant du radiateur. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et on a au CFMI, qui est aussi une institution
une activité éditoriale qui fait que nous diffusons gratuitement des petites choses comme ça dans une collection qui s'appelle Éclair, qui nous éclaire de façon très rapide. Vous voyez, c'est minuscule, c'est un tout petit format, sur un aspect jouer, apprendre. Donc j'en ai plusieurs dizaines, je vais les mettre à disposition. N'hésitez pas à les prendre et ne vous étonnez pas si vous n'y arrivez pas à lire en dépliant. Il faut les ouvrir comme jadis on ouvrait les livres de poésie en les coupant, les découpant selon les pliures, d'accord, avec un petit couteau ou avec votre trousseau de clés, qui sert là aussi. Et comme ça, vous avez un petit livre à lire, à feuilleter les pages. Donc les aventuriers du son, venez me voir après si vous voulez, je peux vous les mettre à disposition pour que vous les consultiez et que vous sachiez où le commander si vous voulez. Ça se lit vraiment très facilement. Et on a aussi, que je n'oublie pas de vous en parler, un plan de formation continue. Il a cette couleur-là, très flashy. Et je vais laisser une affiche plutôt qui récapitule tous les stages. Il y en a un en janvier qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Lutherie sauvage, et qui est justement sur la fabrication d'instruments de musique simples, d'objets qu'on peut explorer avec les enfants et à partir desquels on peut entrer dans un jeu musical et dans des dispositifs de groupe pour poser les fondements d'une éducation musicale. Donc ça se destine, le plan de formation continue du CFMI de Lyon se destine à tous les professionnels, pas seulement aux musiciens intervenants ou enseignants ou professeurs des écoles, aussi aux professionnels de la petite enfance, de l'animation, etc. Donc n'hésitez pas à consulter aussi le site www.cfmi-lyon.fr, non pas Lyon 2. Voilà, donc pour clore ce moment de conférence, une petite vidéo qui résume un peu ce que je vous ai raconté là, et que je dois à ma collègue Carole Dehaut, qui est musicienne intervenante en petite enfance depuis plus de 25 ans.
Vous l'avez peut-être remarqué, la deuxième partie de la vidéo n'était plus un enregistrement des productions enfantines, mais c'était déjà une composition à partir de... C'était retravaillé par Carole Dehaut, qui est aussi compositrice et qui compose des pièces pour enfants à partir de sons captés en situation de jeu libre. Alors c'est un petit exemple. On peut se dire, ben, il ne se passe pas grand-chose. En fait, il se passe une telle foule de choses que c'est déjà difficile de tout percevoir. Et c'est que le début de tout un cheminement qu'on peut faire avec l'enfant pour évoluer vers une activité musicale. Donc là, c'est sans la voix, c'est sans les chansons, c'est sans intervention d'instruments, mais c'est simplement pour mettre un peu la focale là-dessus, parce qu'on a peut-être moins l'habitude de regarder ça quand on n'est pas déjà bien habitué ou formé à ça. Voilà, eh bien, vos questions, vos remarques sont les bienvenues. On a encore un bon temps d'échange. On aurait pu, ou on peut aussi, encore si vous souhaitez, parler un peu du geste pictural par rapport à tout ça. Ce qui vous vient, je suis à votre disposition avant une pause et le départ dans les ateliers. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de question, simplement parce que c'était très bien. Voilà, c'est le seul témoignage que je peux dire. Donc merci, moi j'ai appris beaucoup. Oui, d'accord. Et sur quoi précisément, si vous voulez bien me dire? Non, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est comment on décortique. C'est vrai que la musique, c'est quelque chose de déjà très abouti, et c'est comment on le décortique justement pour atteindre ce public de maternelle, c'est ce qui m'intéresse. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu insister sur les débuts, sur des choses dont on pourrait dire que c'est pas de la musique, voilà, c'est du bruit, c'est fortuit, oui, il y a un côté fortuit, mais ça commence là. Donc si on en vient, et là je veux bien utiliser le dispositif. Vous rappelez-vous, j'ai commencé la conférence par un petit dessin d'enfant. Voilà. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus habitué à accepter, oui. On a l'habitude des enfants, alors est-ce que je vais y arriver à tout tenir? On accepte le gribouillis, je vais le faire, après je vais parler. Un enfant qui commence à dessiner, souvent c'est ça, hein, ça ressemble à ça. Donc, typiquement, les dessins d'enfants, ça commence comme ça, hein, on le sait. Et on accepte, normal. Pourquoi sur le plan musical, on ne pourrait pas accepter la même chose? Ce tâtonnement, ce fouillis, ces choses un peu imprécises, un peu qui part du geste, c'est gratuit, c'est un jeu. Ça mène peut-être nulle part, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va mener. Et on sait aussi où ça va mener. Souvent, les premières représentations dans le dessin de l'enfant, c'est une espèce une tête, des membres, et qui va petit à petit devenir d'accord, quelque chose qui va ressembler à un bonhomme. Parfois, ça commence comme ça, et puis ça se complexifie, et ça met des années. On a tendance à l'oublier, la musique aussi, ça met des années. Ça passe par le tâtonnement, par le gribouillage sonore. Alors le problème de la musique, c'est que ça produit du bruit. On peut mettre 30 enfants à dessiner, on va le supporter pendant longtemps. Mettre 30 enfants à explorer du son, on ne va pas le supporter longtemps. C'est pour ça que ça demande à être pensé, à être organisé dans l'espace et dans le temps, comme je disais tout à l'heure. Peut-être laisser ça, hein, c'est rigolo. Et on peut... si vous connaissez un petit peu l'art contemporain, si on regarde par exemple les tableaux de Miro ou de Kandinsky ou toutes ces mouvances-là, on a parfois simplement des cercles, des lignes, des points, des traits, des formes géométriques, d'éléments extrêmement simples. Après, ça reste du Miro ou du Kandinsky qui, quelque part, nous fascine, nous happe, parce qu'ils ont mis autre chose. Et justement, on revient à l'espace transitionnel. Il y a quelque chose de leur âme, de leur
espace intérieur qui s'exprime aussi à travers ça. Mais à la base, la matière est simple et peut le rester. La question, en fait, qui en est une sans en être une, c'est pourquoi la musique s'appelle musique quand elle est reconnaissable. Je m'adresse un peu à tout le monde. Pourquoi le dessin doit aussi être dessin quand il est reconnaissable. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle jeu, pour conclure, à mon avis, est plus une frustration de l'enfant qui ne peut pas participer au monde du réel, et donc va se libérer un peu de ce non-pouvoir par le jeu, par le son, et par des règles qu'il va inventer, qui en fait ressemblent énormément à l'autre, avec en plus celle du rapport de force, ce qu'on appelle la compétitivité. Voilà. Donc la soumission, pour rejoindre la conférence de ce soir, et l'autorité et les abus en tout genre. Mais est-ce que l'enfant n'est pas dans notre réel déjà? Et est-ce que c'est pas nous qui avons perdu la capacité d'aller vers lui et de retrouver un réel qui est un peu moins triste que financier ou voilà, concret, bêtement, parce qu'on n'a plus le temps de penser à tout ça. Donc, quelle est la place de l'enfant et comment on pourrait lui donner ce sérieux qui est le sien et qui, à mon avis, ne s'appelle pas du jeu. Je me demande parfois si c'est pas nous qui jouons avec lui, plus que là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Enfin, je pense qu'il n'y a pas la réponse ou une réponse, mais des réponses multiples. En tout cas, je suis assez d'accord avec vous pour dire que je ne sais pas de qui est cette belle phrase qu'une fois je ne l'ai pas tout de suite comprise, mais plus ça va, plus elle m'apparaît juste. Elle me paraît juste. Pourquoi c'est si fatigant de travailler avec des jeunes enfants? Non pas parce qu'on est obligé tout le temps de se rabaisser à leur soi-disant absence de compétences, mais parce qu'on est obligé sans arrêt de s'élever à leur degré d'ouverture au monde. Ça donne à réfléchir. Hein. Ça donne à réfléchir parce que Laurence Rameau, qui est dans la petite bibliographie, elle l'exprime de la façon suivante. Elle dit l'enfant n'est pas un adulte auquel il manquerait encore des compétences. Il est autre. Il a sa structuration psychique, il a son potentiel, il a aussi, bien sûr, une envie d'appartenir à ce réel qui est le monde des adultes, qui est le nôtre. Il y a bien sûr des expériences de frustration à chaque fois qu'on rencontre un obstacle. La matière nous résiste, l'enfer c'est les autres, on le sait. Donc à un moment donné, on est bien obligé d'entrer dans une manière de nous adapter au réel. Et Winnicott, entre autres, dit que c'est une des fonctions du jeu aussi. C'est à la fois de prendre la distance avec le réel, mais c'est aussi de s'adapter au réel. En jouant petit à petit, bien sûr, on est dans l'imitation des adultes, du monde adulte. On veut faire comme eux, on veut aussi faire de la musique, on veut aussi parler, on veut aussi marcher. Et heureusement qu'à un moment donné, l'enfant, s'il restait enfant, il serait peut-être jamais capable de se débrouiller aussi dans la vie. Donc, bien sûr, on peut en garder une certaine nostalgie de cet état-là, d'ouverture au monde, de découverte, d'émerveillement. Mais c'est pas toujours facile, une vie d'enfant, enfin on le sait quoi. Bien sûr, ça passe par toutes les frustrations et par tous les stades où voilà, ça se passe pas comme on veut et on sait pas faire ce qu'on veut et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, et bien sûr. Mais c'est ça aussi la vie en société. Après, là où j'avais envie de vous parler de créativité, c'est que parce que ça reste quand même pour tout un chacun un espace formidable de liberté dans lequel nous pouvons effectuer cette médiation entre la réalité parfois un peu dure qui s'impose à nous de la vie et cette envie folle juste d'avoir une joie de vivre, plaisir à vivre. On peut détourner les choses, on leur donne une légèreté, on met un peu de fantaisie et ça nous console un peu avec notre existence, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que parfois je le vis et c'est pour ça que personnellement j'aime l'éducation artistique parce que justement il y a ce partage facile avec l'enfant qui est proche de la démarche artistique. La démarche artistique est proche de la démarche de l'enfant. Et puis cet espace de liberté, on peut se dire, bah oui, après tout, on ne fait que jouer. C'est notre vérité à nous, c'est pas une vérité absolue, mais elle a le droit d'exister. Et que ce droit soit reconnu, c'est pas rien.
c'est pas rien, encore une fois. Les droits culturels, c'est pas rien. C'est le droit aussi d'appartenir à une communauté, mais aussi de s'en distancier. On ne devient pas justement que le docile exécutant de la volonté de l'adulte. La musique, ça se fait comme ça et pas autrement. Là, on est dans un rapport d'autorité, oui. Mais en fait, à mon sens, considérer l'art, c'est un espace de liberté. Bonjour, d'abord merci pour votre présentation. J'avais une question un peu plus personnelle. Vous pouvez mettre bien. Voilà, j'ai un petit garçon de 4 ans qui fait du bruit en permanence. J'ai l'impression qu'il a ce besoin d'occuper l'espace sonore. Ce qui est très amusant parce que moi j'ai justement besoin de beaucoup de calme et j'aime pas beaucoup le bruit. Donc j'ai la sensation d'être toujours en train de me dire de se taire et d'arrêter. Donc j'aimerais juste savoir si vous aviez des conseils ou des tuyaux ou comment faire pour que, voilà, que lui puisse s'exprimer dans la musique, que ce ne soit pas en permanence, mais qu'il ait quand même ce champ d'activité qui apparemment lui plaît vraiment beaucoup. Oui, bah oui, parfois il y a incompatibilité de besoins ou d'humeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, la musique, l'activité sonore, ça génère du bruit, donc ça peut vite être gênant pour l'entourage. Donc voilà, comment on gère. Je dirais il y a deux pistes. Alors après, c'est vraiment, je vous parle de personne à personne, et puis de mon expérience professionnelle, ça n'a pas valeur de vérité absolue. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, entrer dans son jeu, c'est-à-dire essayer d'éprouver, comme lui, le plaisir qu'il éprouve à faire ce qu'il est en train de faire. Peut-être que par une sorte d'empathie, de voir comment vous pouvez vous associer à ce jeu à un moment où ça vous est possible, agréable, et de partager un moment avec lui comme ça, et allez, on y va. Et puis de voir déjà si, qu'à un moment donné, ça vous amène aussi à pouvoir l'accompagner vers quelque chose de plus calme, vers une appréciation du silence. Peut-être que votre jeu commun, s'il est réciproque, s'il y a une communication vraiment qui s'installe, va faire comprendre à cet enfant aussi que le silence peut faire partie des choses qu'on peut apprécier aussi avec les oreilles. Ou que parfois le geste n'est pas obligé de générer du son. On peut être très énergique dans son geste, mais on fait la musique dans la tête. On ne génère pas le son en direct, on le mime. Voyez ? Peut-être le remplacer, et puis peut-être aussi, à un moment donné, de dire, ben voilà, il y a un cadre. Là, tu peux, maintenant, tu peux, là, c'est le moment. Et après, c'est pas le moment. Non, là, c'est pas le moment, je suis désolée, mais c'est fini. Là, j'ai besoin de calme. Enfin, c'est pas une science exacte. Hein. Une dernière question. C'était pas une question, c'était juste des remerciements pour nous rappeler l'importance que c'est l'expérimentation pour les enfants. Juste de nous le rappeler. Je trouve que c'est rudement important. Voilà, donc merci. En plus, votre conférence est hyper accessible. Donc, si tout le monde a pris autant de plaisir que moi, ben, tant mieux. Et puis, nous démontrer aussi que c'est accessible à tous de laisser l'enfant s'éveiller au travers diverses pratiques artistiques. Que, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas besoin d'avoir un master en musicologie ou de maîtriser un instrument. Comme le départ des dessins, voilà, l'expérimentation musicale, elle est à portée de tous. Donc merci. Voilà. Et merci à vous tous pour votre attention et votre participation. Bien.